Bonjour Annick et bonjour André Chenu, votre nom de famille. Merci beaucoup d'accepter de nous accueillir chez vous. On est ici donc au sein du Haras du Plessis que vous avez fondé, c'est en Normandie. Et vous avez accepté de répondre à nos questions, non sans négociation. L'ambition de Ayman Ekestrian, que vous ne connaissiez pas, c'est de partir à la rencontre des personnes et des grands acteurs des sports équestres, donc les personnes qui font vivre notre sport, et vous en faites partie. On aime beaucoup aller rencontrer des personnalités de l'ombre, et c'est ce que vous nous aviez dit au départ quand on vous a sollicité pour cette interview, que vous aimiez travailler dans l'ombre. Donc ça tombe bien. On a déjà interviewé des grooms, on a interviewé des propriétaires, des éleveurs, des cavaliers évidemment, des personnes du staff fédéral, et on avait déjà reçu des propriétaires. Donc vous êtes un petit peu l'hybride de tout ça, vous êtes éleveur, vous êtes propriétaire, on va en parler, vous avez fondé le Haras du Plessis. Depuis que vous avez accepté notre invitation pour faire cet épisode, on a parlé un petit peu autour de nous, et à chaque fois qu'on a mentionné cette interview avec monsieur et madame Chenu, on s'est vu répondre « Ah bah Annick et André Chenu, c'est ce qui se fait de mieux. Le summum », si je dois citer Michel Martineau que j'ai rencontré hier, et puis Léa avait rencontré Frédéric Delforge la semaine dernière qui lui a dit que vous étiez des cracks. Vous êtes connus pour plusieurs aspects de vos vies professionnelles respectives. À l'origine, vous êtes donc des cavaliers tous les deux. Vous avez monté à haut niveau, d'ailleurs aujourd'hui André vous êtes encore en tenue. C'est comme ça que vous nous avez rencontrés dans la cour. Vous vous êtes lancé dans la construction de l'élevage qui est aujourd'hui connu et reconnu, l'élevage du Plessis. Vous avez découvert, acheté un cheval plutôt très singulier, Orient Express. Vous avez fait naître un certain Paddock du Plessis et vous avez acquis il y a quelques années aussi Timon d'Or pour le cavalier Alexis de Roubaix avec qui vous travaillez depuis. Et puis le cheval a été vendu ensuite. C'est une très très longue introduction. En même temps, c'est presque un peu trop synthétique pour parler de tout ce que vous avez fait. Maintenant, je vais vous laisser la parole pour proposer cet espace, pour nous parler de vous. C'est vraiment de ça dont on a envie de parler aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord, est-ce que vous pourriez commencer par revenir sur les principales étapes de vos vies professionnelles? Est-ce que vous pourriez nous dire comment, à quel moment vous avez fait la rencontre du cheval, quel a été le chemin qui vous a mené jusqu'à la création du Haras tel qu'il est aujourd'hui? Alors moi je ne sais pas si c'est André qui veut prendre la parole. Comme vous voulez. C'est un petit peu compliqué parce que on est tous les deux un petit peu, je pense qu'André va parler peut-être avant moi. Alors moi j'ai fait l'école du Haras du Pin pendant 5 ans où j'ai appris à monter à cheval. Service militaire en Allemagne. Après je suis allé en stage 1 an chez Hubert Parrot à Arbonne. Ça c'est la vie antérieure. C'est la vie, oui. Après j'ai tenu un centre équestre à Saint-Zver, à côté de Vire, pendant 6 ans. Et pendant cette période-là, j'ai monté en concours complet au niveau. Parce que j'ai terminé 2e du championnat de France de complet à Vittel, à l'époque où c'était les 28 km. Hein. Plus comme maintenant, où il y a 4008. C'était les routiers, le steeple et tout. Et ensuite, donc je me suis installé, j'ai fait 1 an, j'ai arrêté le complet, ensuite je suis allé 1 an chez Monsieur Dillet à Litry pour monter les chevaux de Paul Chantrel qui était au Conseil supérieur de l'équitation, et je suis resté 1 an, où j'ai monté au niveau là. Et après, j'ai acheté ici. Oui, enfin, nous avons acheté ici, on n'était pas mariés encore. Non, c'est vrai. Et puis on a développé l'élevage et en 82. Et on a commencé le concours. Voilà, mais les débuts ont été quand même, comme pour tout le monde, un petit peu chaotique, quoi, parce que c'était se lancer dans quand même une grande aventure, d'acheter ce Haras. Et comme on était tous les deux passionnés et on regardait dans le même sens en fait, donc je pense que c'est ça qui nous a quand même beaucoup apporté. Enfin c'était un vrai, c'était un vrai plus, quoi. Un vrai plus. Ouais, j'arrive dans 20 minutes à peu près, ok? Tac. Bon, donc
Oui, au départ, mais peut-être à cette époque-là, c'était quand même plus facile que maintenant de s'implanter, de s'installer. Je pense que c'était plus facile. Mais ça n'empêche qu'on a passé quand même des moments quand même compliqués où il fallait vraiment vouloir. Hein. Donc les débuts. Alors après, on a eu la chance d'avoir, ça je l'ai ramené avec moi, puisqu'on a commencé à vivre ensemble en 82. Et j'ai ramené cette poulinière bourrée, qui nous a quand même permis de lancer un élevage en tout cas, qui a fait que des chevaux de haut niveau à l'époque. Voilà, après André ça pourrait le dire, on a pris beaucoup de risques en achetant très très cher. Moi j'étais un petit peu réticente et j'avoue que c'est lui qui a vraiment poussé beaucoup pour acheter une jument qui s'appelait Krishna. On a acheté très cher à l'époque, on s'est saigné, on était vraiment, c'était un gros risque quoi. Et pour la petite histoire, à l'époque, mes parents, on n'avait pas l'argent, et mes parents avaient vendu même un petit studio pour nous donner la pointe pour pouvoir acheter cette jument-là. Et finalement, l'histoire a montré qu'André avait eu raison, parce que c'était une craque jument, et qu'on a très bien vendu, et ça a été aussi le début de tout ça, quoi, de toute l'aventure. Et par la suite, on a toujours acheté des chevaux, exploité les chevaux de notre élevage, acheté des chevaux, travailler des chevaux et pour les revendre. Et c'est comme ça que toute l'histoire s'est faite, quoi. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de votre duo? Comment est-ce que vous fonctionnez tous les deux? Quels sont les rôles que vous avez ici au sein du Haras du Plessis? Et est-ce que chacun de vous avait un champ d'action privilégié, ou bien vous travaillez en binôme sur toutes les missions et initiatives inhérentes à l'élevage? Oui, alors moi je crois que je peux répondre. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, là le temps est passé un petit peu, c'est Alexis qui est cavalier, il est depuis 6 ans, 5 ans et demi je crois à la maison. Donc, puis nous on est plutôt jeunes, donc là les choses sont un petit peu différentes. Mais à l'époque dont on parle, là, André a beaucoup monté au haut niveau et après il m'a laissé un petit peu la place, on peut dire ça comme ça. Et André était un petit peu plus après, on va dire préparateur, cavalier maison et tout. Et moi je faisais que monter à cheval. Et je m'occupais quand même de la maison, parce que ça c'est un peu mon truc. C'est un peu mon truc, j'aime bien. Il paraît que vous êtes une très bonne cuisinière. Je sais pas, c'est les gens qui disent ça. Vous êtes renseignés. Évidemment. Et vous êtes bien renseignés. Hein. Vous êtes drôlement bien renseignés. Oui, c'est vrai. Ouais, je crois que c'est vrai. Ça, on aime bien manger. Ça, c'est une chose que j'aime bien faire et ça me coûte pas du tout, au contraire. Ça, une très bonne cuisinière, et Michel Martineau m'a dit hier que vous étiez une talentueuse pilote aussi. Bon, alors ça je sais pas, ça je le dirais pas. On va dire que j'étais en tout cas une gagneuse. Ça c'est sûr, parce que j'ai beaucoup gagné et que on va dire que j'étais une compétitrice. C'est plus ça. André dressait les chevaux à la maison, les refermer un petit peu. Et moi je déroulais un petit peu en piste et j'aimais bien, j'adorais ça, quoi. Vous êtes très complémentaires en somme. Ben voilà, on va dire ça. C'est ça, du coup, la recette du succès? On va dire que ça fait partie. Oui, je pense aussi. Oui, je pense aussi. Il le dit, mais moi aussi, parce que je crois qu'on a eu la chance de vraiment se compléter. Bien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais bon, c'est pas toujours la vie est un long fleuve tranquille, hein. Quelquefois, il y a des vagues, on s'engueule pour tout dire, parce qu'on n'est pas d'accord, mais au final, on arrive toujours on trouve toujours un terrain d'entente quand même, hein, parce qu'on voit les choses de la même façon, et que voilà. Et puis on a fait. Alors est-ce que c'est parce que justement on a les mêmes idées par rapport aux chevaux?
On a fait des très bonnes rencontres. Vous parliez tout à l'heure des chevaux, des très bons chevaux qu'on a eus. Bon, André, il a eu Apédoumi et Krishna. Apédoumi qu'on avait vendu, enfin qu'il avait vendu à la fédération italienne, qui a fait les championnats du monde, championnats d'Europe, enfin tout ça avec les cavaliers italiens. Et André a gagné énormément de grands prix et de très belles choses avec lui, quoi. Donc Apédoumi et Krishna, c'était les deux chevaux de départ. Et après, on a quand même eu aussi des très bons chevaux. Oui, puis à l'époque, moi je les vendais vers l'âge de 9 ans, que je n'avais pas les moyens de les garder non plus. Garder, faire vivre le hara. Bon là, j'ai gardé Timon parce qu'il allait bien. Et puis qu'Alexis et puis on a fait les championnats du monde, les championnats d'Europe. Ouais, on s'est fait plaisir. On va dire qu'on s'est fait plaisir. On va reparler de tout ça, on a préparé quelques questions à ce sujet-là, mais d'abord, j'aimerais rebondir sur le fait que donc, vous étiez cavalière, vous aussi, vous avez monté à haut niveau. Vous connaissez donc parfaitement l'ensemble des composantes du sport. Oui, c'est ce que je disais, ça nous a beaucoup aidé. Oui. On était vraiment au fait du sujet, quoi. Est-ce que vous avez constaté, vous, ces dernières années, des évolutions ou des changements en tant à la fois que cavalier, mais aussi propriétaire et éleveur dans votre façon de travailler, de faire et d'appréhender les sports équestres? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, vous, de votre vision des évolutions des sports équestres que vous avez pu constater? Ou alors même les changements que vous aimeriez voir opérer encore dans les années à venir? Oui, alors moi je pense que déjà, déjà à notre époque, il n'y avait pas tous ces médias, là, toutes ces choses. Maintenant, vous avez vu, on vend même des embryons, ça c'est la grande mode. Tout ça, il n'y avait pas de sponsors non plus. Alors ça c'est, oui, on prend les problèmes tous les uns, on les mélange les uns avec les autres, mais je pense que c'est vrai que c'est complètement différent. Oui, ça évolue énormément, parce que même la vitesse sur les parcours, maintenant, il faut voir, sur 1m60, les gars, ils arrivent, ils s'occupent pas, ils galopent. C'est la les chevaux ont évolué, mais moi je me souviens à mon époque, j'avais 2 super chevaux très respectueux, qui, à l'heure actuelle, seraient compétitifs. Hein. Parce qu'on dit, avant, ces chevaux-là auraient été compétitifs aussi. Oui, alors, je pense aussi, mais je pense que c'est comme dans tous les sports, les records sont tout le temps battus. Les tennisman, je prends le tennis parce que je me sais bien, mais les raquettes sont plus faites de la même façon. Moi, quand je jouais au tennis, c'était des raquettes en bois, avec très lourdes. Enfin, bon, et des skis en bois. Oui. Non, mais je veux dire que tout. Alors, la qualité des chevaux, je pense que peut-être il y a. Maintenant, c'est tellement facile, si vous voulez, d'avoir accès à tous les étalons étrangers, à tout ça, sûrement que les éleveurs. Alors, les éleveurs sont plus non plus les mêmes. Parce que tous les petits éleveurs de la Manche, du Calvados, là, qui avaient 1 ou 2 poulinières, qui allaient faire saillir leurs juments aux étalons du quartier et tout, maintenant c'est plus du tout comme ça. Avec ces transferts d'embryons, ces trucs, comment ça s'appelle, les trucs par... comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Prélèvements d'ovocytes. Oui, c'est ça, les prélèvements d'ovocytes. Enfin, il y a un nom à ça, mais oui, prélèvements d'ovocytes. Si vous voulez, ça change complètement la donne. Hein. Une jument peut avoir 40 poulains, si on veut. Donc, c'est plus du tout. Tout ça, je ne sais pas si c'est quand même une vraie bonne chose. Je pense que ça devrait être plus réglementé, ou tout au moins comme dans les pur sang et dans les trotteurs. Ou par exemple, un tel étalon a le droit de ne saillir que tant de juments. Là, chez nous, tout est permis. Hein. Dans les chauds de sel, tout est permis. Donc moi je crois que ça fausse un petit peu la donne. Après ça c'est un truc. Maintenant je pense que par rapport au sport vraiment, je pense que quand même ça a beaucoup évolué, dans la vitesse, dans la fragilité du matériel. Donc il faut vraiment... Est-ce que c'est aussi une bonne chose? Enfin, je pense qu'on est obligé, parce que sinon, vous mettez un parcours à 145 dans le coin, si c'est un parcours normal, avec des fiches normales, et des barres, il va y avoir, il y a 60 partants, il va y avoir 35 sans faute.
Donc de plus en plus, les chefs de piste sont obligés de mettre des difficultés techniques. Oui, puis les chevaux sont plus travaillés. Oui, les chevaux nous, à sont notre aussi époque, plus travaillés. Ils montaient pas tous les jours, ils allaient en liberté, ils étaient moins travaillés, moins dressés que maintenant. Maintenant, c'est vraiment... Bah, maintenant, il faut vraiment que les chevaux Les chevaux sont vraiment en ordre. soient très en ordre et que, en même temps que relâchés, et très en ordre, très présent et très à l'écoute. Non, il y a de plus en plus de bons chevaux quand même. Ouais. Mais les bons chevaux sortent des bons élevages, mais souvent les cracks sortent de rien. Et bien justement, je voudrais parler de ça avec vous, ça tombe bien. Vous avez fait naître des cracks, vous avez fait naître Paddock Duplessis, qu'on a vu évoluer au meilleur niveau avec Timothée, vous avez fait naître Aldo Duplessis, le fils d'Orient Express, qui est monté par Alexis maintenant, qui est là, qui est très prometteur. Très récemment aussi Grabuge Duplessis. Dans lequel Ah non, Grabuge, c'est pas moi. Ah ouais, mais Grabuge, c'est le frère d'Orient. D'accord. Il est là. Hein. Non, il n'est pas là. Ouais. Mais il n'est pas là. J'ai eu doute de notre origine narcotique. Ouais. Ah oui, narcotique, qui a Pierre Durand, qui a gagné le Grand Prix de Saint-Gall, quand même 5 étoiles, tout ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de vos choix? Alors je sais que vous êtes très attaché à la souche, Bourré, qui a été votre première poulinière, vous nous l'aviez dit. J'aimerais bien savoir, quand vous faites naître un poulain, comment vous imaginez le croisement? Est-ce que vous faites... comment vous faites le pari de faire naître un crack? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Quelle est cette jeunesse? Je ne sais pas, ce tissu de qualité que vous essayez d'avoir à travers vos croisements pour faire naître un crack. Ça, le choix des étalons... faut d'abord regarder la jument, les défauts, les qualités et les défauts, et essayer de croiser, de compléter avec les talons. Mais c'est pas facile. Mais il y a tellement d'étalons. Je pense que si vous avez, on connaît bien notre jument, donc si vous avez une jument qui a par exemple un petit problème un petit défaut par exemple d'antérieur devant qui n'a pas les pattes trop en place, c'est sûr qu'on essaiera de mettre un étalon qui a les genoux dans le menton. Par exemple, on essaie de compléter, si on a une jument qui n'a pas assez d'amplitude de galop, parce que ça c'est important pour faire des grosses épreuves, bien sûr on essaie toujours de faire des chevaux pour le haut niveau. En fait, c'est vrai qu'il y a presque que ça qui nous intéresse. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'on n'a pas que des chevaux de haut niveau, mais on est vraiment tourné vers ça. C'est ce qui nous passionne. On a toujours eu un ou deux ou trois chevaux qui sautent des très bonnes épreuves, quoi. Et donc ça pour nous c'est ce qui nous attire, ce qui nous plaît. Et en parlant de haut niveau, il y en a une de success story, c'est évidemment celle de Orient Express. C'est un cheval que vous avez acheté très tôt. Et puis, on ne va pas raconter d'histoire, hein, tout le monde la connaît, mais j'aimerais bien que vous puissiez revenir avec vos mots et votre ressenti sur ce cheval-là. À quel moment est-ce que vous l'avez vu, vous l'avez détecté, comment, et puis ce que vous en retirez aujourd'hui, hein, finalement. Alors ce cheval-là, il est né chez Patrice Bourreau dans la Manche, et c'est un éleveur avec qui je travaille depuis plus de 30 ans. Donc il me l'a amené ici à 3 ans pour sauter, voir, parce que souvent on fait un petit peu de triage. Il m'en donne la moitié, il me dit qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'il faut vendre ou garder. Et donc lui il est arrivé, j'ai gardé 8 jours, on l'a testé. J'ai dit, je crois qu'il a quelque chose quand même, le cheval, je crois que c'est un petit crack. Oui, on l'a vu tout de suite. Et donc on l'a travaillé, donc je l'ai gardé, moi il m'en a donné 33%, il lui était de payer la pension. Et donc on a fait tous les cycles classiques, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il a gagné la finale des 6 ans, 7 ans, et jusqu'à 9 ans, je crois que je l'ai vendu parce que j'avais un cavalier qui à l'époque montait correctement, mais il fallait qu'il change de cavalier pour aller au-dessus. Donc il a fait du 2 étoiles, Jonathan Tirard, et puis après je l'ai vendu à côté, à mes voisins à côté. On l'a toujours su que c'était un cheval hors norme. Hein, oui, non, c'était un cheval hors norme. Un crack. Et on était très contents de le vendre à nos voisins.
des Orient Express, bon, on pourrait en citer d'autres, mais vous en avez acheté aussi beaucoup des très bons chevaux, vous les avez détectés, c'est pas Oui. forcément des chevaux que vous avez fait naître. Comment vous faites pour détecter ces chevaux-là et autant de bons chevaux? Est-ce que vous avez, j'en sais rien, une recette d'après nos sources, on en parlait encore, vous avez quand même un regard expert très avisé et une propension à dénicher les craques? Faut le coup de chance aussi. Hein. Ouais. Faut le coup de chance. Alors vous avez C'est beaucoup de peut-être chance. c'est le coup de balle. Vous avez beaucoup de chance. Ouais, ouais. J'ai monté aussi une très très bonne jument qui s'appelait Intrépide du Vallon, qui était fantastique. Non, mais c'est le coup de Très balle. très bonne jument. Le coup de bol. Non, t'exagères. Là, t'es crois pas, trop non. modeste. T'es trop modeste. Non. Le coup de bol, non. Moi, ce que j'aime C'est-à-dire bien quand je que- vois un cheval, comment- c'est un cheval qui avait du galop et du respect. Ouais, je crois que la principale chose, c'est le respect. Il ne faut pas que les barres descendent des taquets. Moi, quand j'ai acheté Timon, début d'année de 6 ans, il était à Deauville. Et le lendemain matin, il était ici. On l'a acheté, visite veto, hop. Et Ouais, le on l'a acheté soir, très vite parce qu'on voyait quand même que... terminé. Bon, je pensais Cheval. pas qu'il allait faire ça, hein, mais je voyais qu'il avait des gros moyens. Mais le premier mois, c'était au mois de fin mars. Le premier mois, c'est moi qui l'ai monté le premier mois. Il sortait pas trop de la cour, le cheval. Demi-tour en balai, il n'était jamais sorti. Pas tout pratique au départ. Oui, c'est vrai qu'au départ... Et en plus, c'est un cheval qui avait été vu à Saint-Lô, parce qu'il tournait à Saint-Lô à 4 ans, Oui, il 5 était- ans. Beaucoup de gens l'ont vu. Bon, ouais, puis, et 3 mois après, on gagnait la finale des 6 ans. Et Ouais. l'année suivante, si le cavalier tombe pas sur le dernier obstacle, il gagne la finale des 7 ans aussi. Ouais, Et puis là, c'est parti. Cheval, et puis là, c'est parti. Et puis après, Alexis est arrivé. Et puis voilà, ça... Non, mais il y a le travail du cheval. Ouais, il y a un et travail j'ai- au quotidien. Et puis Il y a un travail au le quotidien. gérer aussi les compétitions et pas en faire d'autres non plus. Hein. Il vous a fait vivre pas mal d'émotions quand même, ce cheval. Ça, je dois dire qu'on a des souvenirs qui sont gravés Ah, bah oui. là Ouais, ouais. dans la tête. Hein. Ah oui, c'était franchement des très bons moments. C'était formidable. En tant que propriétaire, Le Grand Prix de Dinard, notamment. incroyable. Vous y étiez, non? Bon, j'y étais pas, mais on l'a vu et c'était vraiment incroyable. C'était formidable. Vraiment. Vraiment. En tant que propriétaire, qu'éleveur, que cavalier aussi, comment est-ce que vous vivez ces émotions-là quand vous voyez votre cheval en piste évoluer, gagner, etc. Comment est-ce que vous parvenez aussi à prendre du recul sur ces moments-là? Alors moi, je veux dire, c'est qu'on est quand même assez... Moi, alors, je dois dire que j'ai fait du concours, j'étais compétitrice et tout, et j'étais assez sereine en piste. Enfin, j'arrivais à me mettre dans ma bulle. Par contre, quand je suis au bord de la piste, je ne parle pas des épreuves 1m35, hein, mais je parle de quand Alexis rentre en piste pour le Grand Prix, les Grands Prix, les épreuves un peu importantes. Là, je suis fébrile hein, quand même. Là, même André va pas le dire, mais toi aussi quand même. Hein. Si. Ouais, non, ça va. Oh. Non, c'est à Tryon, au championnat du monde. Parce que le cheval avait fait que 3, 4, 5 étoiles. Il avait bien été à Genève. Mais quand on est arrivé, parce que ça s'est décidé assez rapidement, 3 semaines avant, parce que Gardia vient là, et il y avait Alexis assis là, Annick là et moi en face. Et Gardia me dit, bon ben, qu'est-ce que vous faites? Annick dit, non, on va aller casser le cheval là-bas, non, pas question. Alexis, je dis, alors et toi? Il était assis entre deux chaises, 55 Alexis, ans. il fait pas trop. J'ai dit, allez hop, on y va. J'ai rappelé le lendemain, j'ai dit, on y va. Vous n'avez pas de regret aujourd'hui? Non, la Oh, bah Français. non, Et puis, c'était quand j'ai vu vraiment... la hauteur des barres, j'ai dit, et surtout la finale, j'ai dit, est-ce que le cheval est capable de sauter? Ouais, c'est vrai. Et ces barres-là, C'est vrai que c'est bon. C'est un autre sport. Hein. Oui, c'est un autre sport. C'est Faut un aller autre sur la sport. piste. Parce que moi, j'avais déjà. On était, il y a longtemps, parce que c'était, je me souviens, c'était les Jeux Olympiques de Barcelone. On était allé en tant que spectateur. Parce qu'on avait un ami, Jean-Pierre Vélo, là à côté, qui avait un cheval, un espagnol, Gaetano Martinez de Hiro, si je me souviens bien, qui faisait. Il nous dit, oh, venez avec moi. Et on avait vu les Jeux des tribunes. À l'époque, il y avait Milton, il y avait tous ces grands chevaux-là. J'avais trouvé que c'était très difficile, mais j'avais pas pu descendre sur la piste. Et en fait, là,
c'est quand on va reconnaître la piste à pied, marcher la piste, qu'on se rend compte que c'est franchement un autre sport, quoi. C'est vraiment les jeux, c'est énorme, difficile, c'est compliqué, quoi. Mais bon, justement, c'est tout ça qui fait que la concentration est au maximum et que l'émotion aussi, hein, parce que... En novembre 2019, vous prenez la décision et faites le choix de vendre Timon d'Or. Vous vous en êtes jamais caché, hein, d'ailleurs, vous saviez que ce cheval allait partir. Carrément. Bah oui. C'est quand même notre vie. À la limite, hein, j'avais tardé, j'avais des offres, j'avais tardé, je voulais faire le championnat d'Europe, j'avais tardé un peu. Il avait 12 ans, fin d'année de 12 ans, il est limite parce qu'après, ça plonge. Oui, puis nous on vit quand même c'est notre métier. C'est notre métier, hein, donc il y a un moment, il faut faire la part des choses, quoi. Et justement, on le sait, pour pouvoir pérenniser une carrière de haut niveau, il faut, pour un cavalier ou un propriétaire, faire ces choix-là. Comment est-ce qu'on fait, d'après vous, pour trouver un équilibre entre le sport de haut niveau, les chevaux, et puis l'écurie, voilà, pérenniser une structure, capitaliser sur le temps passé, travailler, faire évoluer et apprendre à connaître un cheval? Comment est-ce qu'on trouve la chose est facile, il faut le prévoir, ça. Il faut le prévoir, donc il faut avoir des chevaux derrière qu'on pense capables de faire ce niveau-là. Ce qui n'est pas évident parce qu'on a une très bonne jument tout de suite. On a aussi une très bonne jument de 9 ans. Mais une paddock qui est très bonne. Une paddock du Plessis qui est, je pense, très très bonne. Donc ça, je pense qu'on a décidé plus ou moins de la garder, on verra. Mais par contre, Alexia, une jument de tête là, qui est vraiment bonne aussi. Est-ce qu'elle fera ce que fait Timon d'Or? Ça, personne ne le sait, on ne sait pas. Mais c'est quand même une très bonne jument, il est quand même pressenti pour les grosses échéances. On va voir. C'est un métier, envie d'espoir. Oui, voilà, envie d'espoir, envie de rêve, voilà. Mais on pense que la jument est vraiment, elle a déjà prouvé un petit peu. Vous êtes à la recherche du prochain Timon maintenant? J'ai cette jument-là. On a cette jument-là. Elle est née ici en plus. Terre, paddock, cette jument, la 9 ans, oui. Donc ça c'est oui, la jument, c'est pur produit. Pur produit. Attendons. C'est mieux que d'acheter encore. Attendons, Ah oui, on fait net. Bah oui, c'est une jument qui est née à la maison. Donc attendons, parce qu'on va doucement, on verra. Alors je me posais deux questions, je ne sais pas laquelle je vais poser en premier. La première question, ce serait pourquoi avoir choisi Alexis? Pourquoi avoir entamé cette collaboration? Pourquoi lui? Qu'est-ce qui vous a plu en fait dans ce pilote-là, dans ce cavalier-là? Alors moi, au départ. Non, mais je vais dire parce que en fait, oui, parce que on avait un cavalier qui s'appelait Teddy Tellier, qui a monté Timon un petit peu à 6 ans, à 7 ans, voilà. Et il voulait s'en aller pour s'installer. Ça a toujours été comme ça, c'est très bien parce que les cavaliers, voilà, veulent voler de leurs propres ailes. Et là, il fallait qu'on trouve quelqu'un d'autre, quoi. Et là, à ce moment-là, Alexis avait décidé, il est resté 5-6 mois chez les Écarts, puis il ne voulait pas rester. Et il était venu me trouver au concours de Saint-Lô, en me disant, voilà. Donc moi, je ne le connaissais pas un petit peu plus qu'André, pas trop, il n'avait pas trop vu monter. Je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu des parcours, je me suis renseignée, et on n'a eu quand même des très bons renseignements sur lui. Après, il avait fait quand même des épreuves, déjà des bonnes épreuves, mais pas du tout à ce niveau-là. Et puis, ça a débuté comme ça, quoi. Mais c'était pas prévu. C'était pas prévu qu'il monte comme ça en gamme. Et puis, ça s'est trouvé comme ça. Il montait bien, mais il a fait que progresser. Et puis, voilà. Je me demandais aussi, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu le parcours classique d'un cheval chez vous, ok, il est né, ou alors vous l'achetez jeune, en tout cas il est yearling. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre ces années de 4, 5, 6 jusqu'à ce qu'il atteigne